du Grand Direct sur i24 News. On parle beaucoup de l'offensive de charme de l'Iran depuis la semaine dernière et le discours du président Rouhani à l'ONU, notamment sur le dossier du nucléaire. L'attitude d'Israël est-elle la bonne dans ce dossier? C'est la question que l'on va poser ce soir, car même en Israël, on a l'impression que eh bien, tout le monde n'est pas du même avis, en tout cas sur la scène politique. Je reçois Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à Tel Aviv et membre du Likoud. Bonsoir à vous. Et je salue Marco Sarabia, qui est kibbutznik et qui est aussi membre du Parti travailliste. Bonsoir à vous. Alors, bonsoir. Marco Sarabia, c'est vrai que l'attitude, on ne peut pas dire jusque boutiste, mais en tout cas, la ligne de conduite très ferme affichée par Benjamin Netanyahou sur le dossier iranien, alors que tout le monde a l'air de dire qu'il y a peut-être de la bonne volonté, que c'est une perche à saisir côté iranien. Est-ce que vous trouvez que Benjamin Netanyahou a raison, lui, de tirer la sonnette d'alarme un petit peu, là, en permanence ? Et tout d'abord, c'est vrai que l'histoire nous a appris à être vigilants et donc je respecte la position de notre Premier ministre qui doit veiller à la sécurité du pays, qui doit veiller à l'intégrité du pays. Et donc, il est tout à fait légitime pour lui de mettre en doute la parole du président iranien. D'un autre côté, je pense que... il s'agit quand même d'un événement historique de voir le président américain communiquer directement le président iranien et qu'ils ne se sont pas parlé officiellement depuis 30 ans, deux pays qui ne se sont pas parlé officiellement depuis 30 ans, plus de 30 ans. Et donc, je pense que c'est même émouvant de voir que que l'on n'est pas obligé d'avoir recours à la guerre systématiquement et que l'on peut, avant d'en arriver à un recours extrémiste, essayer quand même de discuter, de parler, de donner une chance à la paix. Ouais. Emmanuel Navon, avec l'Iran aussi, il faut peut-être là aussi imaginer que la position a pu évoluer, qu'on peut avoir affaire à des gens aujourd'hui qui sont fréquentables. Je pense que le président Obama lui-même a dit dans son discours à l'Assemblée générale la semaine dernière que l'Iran sera testé par les faits et pas par les paroles. Il a dit lui-même qu'il y aura un calendrier, qu'il y aura un système de vérification très strict et que l'Iran sera jugé par ses faits, par les faits, pas par ses actes et pas par ses paroles. Maintenant, on ne peut pas non plus oublier que d'une part, Rouhani, le nouveau président iranien, qui, je vous le rappelle, n'est pas le leader suprême de l'Iran, puisqu'il reste sous la tutelle du leader suprême de l'Iran, lui-même était présent lors d'une manifestation militaire 2 jours avant son discours à l'ONU, dans laquelle il y avait des slogans « Mort aux États-Unis à Israël », et lui-même a déclaré en 2005 au Conseil suprême de la sécurité iranienne, dans lequel il avait servi pendant 2 ans comme négociateur en chef de l'Iran vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique, que pendant les négociations avec les Européens, il avait réussi à faire avancer le programme nucléaire grâce à ces négociations. Et troisième point, on ne peut pas oublier non plus que les États-Unis ont échoué à 3 reprises à empêcher la nucléarisation militaire d'un pays, avec l'Inde en 1974, avec le Pakistan en 1998 et avec la Corée du Nord en 2006. Donc je dirais que d'une manière générale, l'histoire sur les dossiers nucléaires est plutôt du côté des sceptiques, bien que si le président Obama veut donner une autre chance à la négociation, s'il se tient à sa déclaration que j'ai rappelée, à savoir que l'Iran sera jugé par ses actes et pas par ses paroles, eh bien pourquoi ne pas essayer ? Ouais. Mais est-ce que justement le fait qu'aujourd'hui Israël s'agace presque de voir les Américains se rapprocher comme ça de l'Iran, est-ce que là il n'y a pas un risque aussi de froisser, Marco Sarabia, les Américains aussi, alliés traditionnels d'Israël ? Et en fait, je ne pense pas qu'il faut voir cela comme une menace. La preuve, c'est que le président Obama en évitant le conflit, en évitant d'intervenir en Syrie, il nous a aussi permis de passer de bonnes fêtes. Parce que s'il avait intervenu avant Rosh Hashanah, je pense que nous aurions été menacés. Je pense que les États-Unis ont un intérêt stratégique en Israël. Donc, il nous faut travailler de concert, il nous faut travailler en confiance, et il faut faire confiance au président Obama. Moi, personnellement, je suis très impressionné par ce président Obama. Il parle de valeurs, il parle de paix, il essaie justement d'arriver à un monde un peu plus harmonieux, contrairement au discours guerrier de son prédécesseur George Bush, qui a tout de suite intervenu en Irak, par exemple, et en intervenant
venant en Irak, en fait, le président George Bush, je suppose que vous serez d'accord avec moi, il a quand même déséquilibré la région, parce que l'Irak et l'Iran étaient quand même se tenaient en la dragée haute l'un avec l'autre, et donc en cassant le pouvoir de Saddam Hussein, il a permis à l'Iran de nous menacer, à mon avis. Vous trouvez qu'il y a une clairvoyance d'Obama sur ce dossier iranien, Emmanuel Navon? Écoutez, sur le dossier iranien, on ne peut pas manquer de noter quand même l'écart entre la rhétorique et les actes, sauf sur la question des sanctions. Il faut reconnaître que l'administration Obama a imposé les sanctions les plus sévères contre l'Iran que ses prédécesseurs. Enfin, c'est le Congrès surtout qui vote les sanctions. Et le Congrès. Mais le président Obama était lui-même favorable à ces sanctions. Maintenant, sur le dossier iranien, le président Obama entame sa 5e année en tant que président des États-Unis. Et il faut bien reconnaître que l'Iran est plus proche aujourd'hui de l'arme nucléaire qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Et par conséquent, pour en revenir à ce que vous avez mentionné concernant l'administration Bush, il est clair que lorsque l'administration Bush, qui est intervenue en 2003, mais avec un support d'une très grande majorité du Congrès américain, dont les démocrates, pas Obama lui-même effectivement, mais dont les démocrates, et malgré tout avec une résolution du Conseil de sécurité qui datait certes de 1991, mais qui autorisait déjà les membres du Conseil de sécurité à intervenir en Irak. Je pense que l'administration Bush avait pensé également intervenir en Iran après cela. Cela n'a pas été le cas. Et c'est vrai que le résultat de cette action uniquement en Irak et pas en Iran a créé un déséquilibre en faveur de l'Iran, puisqu'aujourd'hui l'Iran a une influence énorme en Irak, puisqu'aujourd'hui la majorité chiite est sous l'influence iranienne. Et donc effectivement, la politique d'intervention de 2003 a créé un déséquilibre en faveur de l'Iran, mais je ne dirais pas que la politique d'Obama, à part les sanctions économiques, a ralenti le programme militaire iranien. Ouais. Mais alors aujourd'hui, quand Benjamin Netanyahou annonce qu'il va se rendre à l'ONU, après les sourires de Rouhani, lui avec de vraies informations qui vont peut-être justement faire oublier les sourires de l'Iran, est-ce qu'il ne faut pas voir là un discours qui va peut-être dénoter avec l'ambiance actuelle? Parce que tout le monde a l'air finalement de se détendre, sauf Israël là-dessus, Marc Sarabia. Non, je pense qu'Israël a raison d'être vigilant, hein, évidemment. L'histoire nous a appris à être vigilants. Mais nous avons une armée puissante et il faut aussi compter sur notre force de frappe. Et la force de frappe aussi, c'est un des arguments de la négociation. Les États-Unis ne seraient pas arrivés à soutirer de l'Iran cette conversation téléphonique s'il n'y avait pas eu derrière la menace armée qui a contraint l'Iran à un peu plus de souplesse. Donc je pense quand même que cette nouvelle souplesse, cette main tendue de l'Iran, il faut quand même lui donner une chance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la rejeter parce que ça donnera des prétextes. Ça donnera des prétextes aux Iraniens à durcir leur langage et d'aller plus loin. Et on est obligé de leur enlever tous les prétextes de s'armer et de leur dire, voilà, il faut arriver à un équilibre dans cette région, que la tension descende. Et il est vrai que la charte des... la convention justement de l'énergie atomique, nous ne nous y soumettons pas. C'est-à-dire qu'on demande à l'Iran d'être supervisé dans leur programme atomique, mais nous, on se débine un peu de ce côté. Bon, alors, avec la seule différence, bien entendu, qu'Israël n'a jamais menacé d'annihiler ses voisins comme l'Iran l'a fait de façon explicite, et que par conséquent, il y a là une différence de poids. Et pour revenir à ce que vous disiez sur les négociations, encore une fois, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas contre le principe, mais à condition que ces négociations aient lieu avec la continuation des sanctions économiques et la crédibilité de la menace militaire. Sans cela, ces négociations n'iront nulle part. C'est uniquement parce que l'Iran croule sous les sanctions économiques et qu'elle semble penser que la menace militaire américaine est crédible, qu'elle est prête à négocier, de la même manière que c'est à cause de la menace militaire américaine en 2003 que la Libye s'était démise de son programme nucléaire. Donc les négociations n'iront nulle part avec Rouhani s'il n'y a pas un maintien des sanctions économiques et si la menace militaire n'est pas crédible. Vous pensez, Marco Sarabia, qu'il faut continuer justement, parce que les Iraniens là veulent vraiment la levée de ces sanctions économiques. Vous pensez qu'il faut garder? Mais cela veut dire que les sanctions
donné un résultat. Oui, mais enfin là, ils font tout pour les faire légers. Non, mais moi, je c'est... trouve qu'on vit une période quand même extraordinaire, que maintenant, on ne part pas en guerre comme ça du jour au lendemain, comme c'était le cas auparavant. Et on essaie par tous les moyens d'éviter la guerre. C'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est une nouvelle atmosphère mondiale, qu'on essaiera peut-être un jour de parler et ne pas dégainer le pistolet au premier affrontement. Alors justement, puisque les Iraniens font vraiment une offensive de longue durée actuellement, il y avait encore ce soir le ministre iranien des Affaires étrangères qui s'exprimait à la télé américaine, Jawad Zarif, et qui a dit, ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau dans le ton, mais il a dit oui, l'Holocauste, habituellement il y a des propos toujours très négationnistes qui sont tenus par les dirigeants iraniens, eh bien lui il a dit ce soir, non, ce n'est pas un mythe, même s'il refuse évidemment de le reconnaître explicitement, mais il y a probablement eu des innocents qui ont été massacrés par les nazis, tout comme il y a des innocents qui sont massacrés en Palestine. Est-ce que c'est un ton nouveau qui inspire de la confiance, ou est-ce qu'il faut toujours penser qu'il y a une manœuvre derrière de la part de l'Iran, Emmanuel Navon? Encore une fois, je ne pense pas qu'il y a lieu d'être enthousiaste lorsque les gens reconnaissent les faits historiques. Je veux dire, oui, ce n'était pas le cas avant, ils en étaient très loin. Mais je veux dire, le précédent Ahmadinejad avait effectivement une rhétorique négationniste, extrêmement violente et antisémite. Donc effectivement, il n'y a plus ce discours antisémite, en tout cas de la part du président et de certains membres de son gouvernement. Tant mieux. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et applaudir des deux mains juste parce que les dirigeants iraniens reconnaissent, en tout cas partiellement, semble-t-il, les faits historiques. Les faits historiques. Comme l'avait dit le président Obama dans son discours du Caire en 2009, nier l'Holocauste est tout simplement une aberration et une insulte à la mémoire des victimes. Donc je ne pense pas que les dirigeants iraniens doivent être remerciés, entre guillemets, pour reconnaître les faits historiques, bien qu'effectivement le changement de rhétorique est le bienvenu, en tout cas partiellement, puisque immédiatement il fait la comparaison avec le soi-disant Holocauste en Palestine, c'est-à-dire comme vous l'avez rappelé, donc il faut mettre les choses, les relativiser, les mettre dans leur contexte, mais encore une fois, et je ne fais que reciter ce qu'a dit le président Obama, c'est dans les actes que les Iraniens devront être jugés sur le dossier nucléaire. La rhétorique, le changement de rhétorique est le bienvenu, mais ce n'est pas cela qui arrêtera les centrifuges. Ouais. Vous avez confiance, vous, quand vous entendez les Iraniens s'exprimer, les dirigeants iraniens ces derniers jours, Marc Sarabia ? Moi, je pense que le peuple iranien aspire à être un peuple normal, aspire à la paix, et les sanctions doivent sûrement commencer à se ressentir dans la rue iranienne. Et bien que l'Iran soit une dictature, je pense que la pression de son peuple doit faire de l'effet aussi. C'est-à-dire qu'il est important pour nous, Israéliens aussi, de dire que nous voulons la paix. C'est-à-dire que nous n'avons rien contre le peuple iranien en lui-même. C'est simplement une politique iranienne qui nous intéresse. Mais comme vous le dites si bien, et les mots sont moins importants que les actes. Tant que ça reste des mots, ces menaces, ils nous menacent, c'est vrai, ils nous parlent, ils renient la Shoah, ils se vantent de leur pouvoir militaire, mais ça reste encore que des mots. Ils n'ont rien fait contre nous, bon, à part encourager le Hezbollah. Le programme nucléaire et le Hezbollah, ce ne sont pas des mots. Oui, le Hezbollah ne sont pas des mots, mais... Et le programme nucléaire non plus. Mais ce n'est pas sûr que ça aboutira à des actes. C'est-à-dire que, dans l'autre sens aussi, votre argumentation est bonne. C'est-à-dire que tant que les menaces restent des menaces, on ne doit pas non plus entrer en panique. Oui, mais encore une fois, il y a des actes de l'Iran depuis de nombreuses années, comme vous l'avez rappelé, le Hezbollah et le soutien du Hamas dans la bande de Gaza, et le programme militaire nucléaire lui-même. Donc cela, ce sont des actes. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus les mots d'Ahmadinejad qui disait ouvertement, mais pas seulement d'Ahmadinejad, même de l'un de ses prédécesseurs, Rafsanjani, qui disait Israël sera éliminé avec une seule bombe. Alors, Rouhani n'a plus ce discours, mais ça ne veut pas dire que les centrifuges ont cessé, et ça ne veut pas dire que le programme militaire nucléaire a cessé. Donc ça, c'est un acte. Et quand je dis que c'est sur les actes que l'Iran devra être jugé, c'est est-ce que oui ou non, après un éventuel dialogue renouvelé avec les États-Unis, l'Agence internationale de l'énergie atomique pourra vraiment vérifier ce qui se passe en Iran et obliger l'Iran à cesser ce programme militaire. Ça, ce sont des actes. Le fait qu'aujourd'hui, justement, la communauté internationale s'apprête à avoir accès aux armes chimiques en Syrie pour leur destruction, puisque l'opération doit commencer mardi, qu'Assad a encore répété aujourd'hui qu'il allait respecter la résolution, ça ouvre
un coin d'optimisme pour l'Iran aussi, Marc Sarabia, ou je c'est deux pense que situations? je suis plein d'espoir, parce que tous ces événements ne sont que de bonnes nouvelles pour nous, pour nos enfants aussi, parce que c'est vrai qu'on a trop souvent entendu le discours des politiciens qui nous disaient il n'y a pas d'espoir, il y aura toujours la guerre, et je pense qu'on ne peut pas dire à son enfant tu grandiras toujours dans la guerre, tes enfants seront dans la guerre. Non, le travail du politicien, c'est aussi de donner l'espoir à son peuple. Il y aura toujours la guerre, Emmanuel Navon? Je pense qu'il Avec faut l'Iran. savoir dire la vérité à ses enfants. Et dire la vérité, c'est aussi ne pas dire que la paix va émerger par miracle au Proche-Orient juste parce qu'on négocie avec Assad ou avec l'Iran. Ça aussi, ça n'est pas dire la vérité avec ses enfants. Nous ne sommes pas des prophètes. Mais je crois qu'encore une fois, au Proche-Orient en tout cas, et pas seulement au Proche-Orient, je crois que l'histoire donne en général raison aux réalistes. Et le réalisme est une forme d'espoir, parce que, comme on dit en anglais, l'expression connue, la voie de l'enfer est pavée avec de bonnes intentions. Merci Emmanuel Navon, ce sera le mot de la fin. Merci à vous Marco Sarabia.